Le libertarianisme gagne à être connu face à l'offensive de tous les États de la planète. Hélas, il souffre encore de sérieux poncifs et en voilà 7 que je me propose de démystifier. Vous savez, le libertarianisme gagne en popularité, il est un peu plus mis sur le devant de la scène, c'est une bonne chose, alors attention, il reste très marginal, surtout chez nous en France, mais quand même, ça gagne un petit peu de terrain. Et forcément, qui dit que ça gagne du terrain, dit aussi que des légendes, des fausses idées circulent à son encontre, et aussi malheureusement des déviations, des versions bâtardes, on va dire, de la liberté qui sont régulièrement disséminées, qui paraissent, qui se développent malheureusement, et on aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Pour aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les légendes les plus courantes. J'en ai choisi 7 qui sont vraiment basiques, qui reviennent sans arrêt. La première légende, la première idée reçue sur la liberté, c'est que notre société mènerait à la loi du plus fort, un très grand classique. Le libertarianisme repose sur le droit naturel et la souveraineté de chaque individu. Chacun est libre d'utiliser ses ressources et est tenu de respecter le principe de non-agression envers autrui. Au contraire, la loi du plus fort exige la présence des moyens politiques et de la coercition. On est fort par le monopole étatique de la violence. Dans une société libre, la protection et l'arbitrage seraient assurés par des agences en concurrence. En réalité, cette critique si répandue vient d'une difficulté à envisager une société civilisée sans force monopolistique. Nous n'avons simplement jamais appris à penser hors de l'État. Alors, premier élément du texte que j'ai rédigé pour l'occasion, c'est l'idée de revenir à la définition. Nous sommes littéralement porteurs d'une philosophie du droit naturel et donc de la souveraineté individuelle par opposition à toutes les fausses souverainetés. Souveraineté d'une entité collective, d'une nation, d'un groupe, ça n'existe pas. La souveraineté commence par l'individu. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que des individus. Si vous ne raisonnez pas par l'individu, vous allez forcément finir par le noyer dans l'abstraction et vous allez donc légitimer la coercition par le groupe, une coercition par le haut. Une approche qu'on appelle souvent top-down, du haut vers le bas. Approche top-down, ça veut dire qu'on commence par penser la société, le corps social, par une entité abstraite, un État, un collectif d'hommes qui se rassemblent et qui vont diriger la société. Et ce faisant, on oublie complètement la souveraineté individuelle, le droit de dire non. Je ne veux pas vivre avec vous. Non merci sans moi. Je souhaite vivre autrement et pourquoi pas avec des gens qui feront ce même choix. C'est aussi pour ça que le droit de sécession est absolument fondamental dans l'idée libertarienne, dans la conception libertarienne. C'est le droit de dire non merci sans moi. Donc ça commence par là, la liberté radicale bien comprise, telle que développée par Murray Rothbard, d'accord ? Droit naturel, souveraineté de l'individu, nous constatons tout simplement que chacun se reconnaît, que chacun, par l'échange, par la coopération, préfère renoncer à la violence plutôt que d'exercer la violence. Nous préférons, globalement, commercer, coopérer, diviser le travail et prospérer ensemble plutôt qu'entrer en phase de prédation de tous contre tous. C'est un premier constat objectif qu'on peut porter sur l'humanité, d'accord, telle qu'elle a existé et subsisté jusque-là. Notez d'ailleurs que l'ensemble des guerres de masse, l'ensemble des conflits de masse, et donc les meurtres de masse, ont toujours été le fait des États. Je ne vous parle pas des crimes privés, des meurtres ici ou là qui existent évidemment et qu'il faut condamner. C'est pourquoi la liberté repose sur le droit naturel, qui lui-même suppose ensuite justice de réparation. Le droit naturel est indissociable de sa justice de réparation, ou de restauration, ou de restitution. Okay ? C'est des synonymes, on peut les utiliser un petit peu de façon, on va dire, interchangeable, c'est à vous de voir. En tout cas, l'idée c'est de revenir au droit. Revenir à une situation aussi proche que possible, d'accord, de celle avant le crime. Avant. Revenir au droit. Restauration, restitution. Très important, et non pas justice punitive faite au nom de la nation,
une justice totalement dépersonnalisée, totalement abstraite, et qui en plus ne se concentre même pas sur la victime. Faire la justice, c'est rendre à chacun son dû. J'ai été un petit peu vite, mais c'est très important de reposer une définition en début d'épisode. C'est extrêmement important, sinon la confusion s'installe dans les esprits. Au contraire, je l'ai dit, la loi du plus fort, c'est celle de celui qui détiendra des moyens de la violence, qui va détenir une force monopolistique sur une zone juridique et territoriale donnée. Devinez quoi ? C'est l'État. Ce sont les hommes de l'État qui, très concrètement, peuvent mobiliser une force armée pour réprimer les individus qui voudraient lui résister. Par exemple, des individus qui voudraient se séparer de lui fiscalement, qui voudraient ne plus payer l'impôt. Oh là là, quel affront! Bien, croyez bien, chers amis, que si jamais vous preniez ce risque, au bout de quelques mois ou quelques années, quelqu'un finirait par toquer à votre porte. Soyez-en certains, et il pourrait même revenir avec de la compagnie, si vous voyez ce que je veux dire. Tout ça au nom, évidemment, de l'État et de ce que vous devez à l'État et à la communauté nationale, bien sûr. Donc la loi du plus fort vient de l'État, bien sûr. Lui qui détient les moyens politiques, la violence monopolistique. Elle vient de là, la seule loi du plus fort. Et non pas de ceux qui veulent une société du contrat et du régalien décentralisée. De l'arbitrage décentralisé, en pleine concurrence. Bien sûr, la vidéo ne porte pas spécifiquement, sur le régalien décentralisé. Ça mériterait une vidéo entière, bien sûr. Mais pour aller très très vite, l'idée libertarienne est de permettre au marché de fournir ses prestations de services de justice et de police ou de défense, bien sûr, des territoires et des habitants, de ceux qui composent les différentes juridictions, elles-mêmes en concurrence, puisque la société libre est une concurrence finalement géante entre territoires, entre entreprises sur les territoires, d'accord ? La pleine concurrence pour tous et par tous. Pour servir qui ? Le consommateur, et au meilleur prix. Là voilà votre société de la violence. C'est ça la violence, chers amis ? C'est vraiment ça la violence. Vous voyez que c'est pas sérieux. Non, la violence c'est tout de suite, c'est maintenant. La violence est celle de l'État sur chacun de nous par la force de ses moyens politiques. Et bien sûr, je le dis aussi un petit peu à la fin de mon texte, je n'en veux pas aux gens de penser ça, qui s'imaginent une dégringolade, une décadence, une décivilisation. C'est amusant parce qu'ils ne voient pas qu'elle a lieu maintenant, la décivilisation. Ils ne le voient même pas. C'est terrible de ne pas se rendre compte que c'est maintenant, tout de suite, qu'on dégringole. Immédiatement, tous les jours. Pas dans le monde des contrats, pas dans le monde de la civilisation, de la préférence temporelle pour le futur. Et attention, il n'y a aucune promesse d'absence de violence absolue, de paix pour tous et pour toujours. Non. Les crimes privés continueront d'advenir, peut-être même que des entreprises de sécurité voudront se retourner contre le marché, que des mafias voudront se constituer pour capturer un territoire. Oui, peut-être. Mais attention à la réponse des gens qui seront armés, attention à la réponse des gens qui pourront se défendre, attention à la réponse des autres entreprises de sécurité qui auront tout intérêt à récupérer les clients déçus par l'entreprise attaquante et en plus à satisfaire leurs clients. Attention à la force des coalitions, de la décentralisation et de toutes les stratégies qu'on peut mettre en place. Il y a tellement de choses à vous dire que ça serait trop long, mais la défense dans un monde libre est hautement plus résiliente. Plus on est libre de se défendre, plus on est résilient, bien sûr. Donc en réalité, les paniques de ceux qui nous disent que notre société mènerait à la loi du plus fort sont absolument infondées. Et ils devraient paniquer pour aujourd'hui, pour immédiatement, pour tout de suite. C'est tout de suite qu'on est en train de péricliter. Et on le constate tous les jours, économiquement, humainement, tous les jours, sans arrêt, partout sur le globe. Voilà la seule réalité sociale, celle de la violence de l'État. Et encore une fois, j'en veux à personne, on n'a pas appris à penser hors de l'État, on est endoctriné depuis des années et des années sur tout ça. Forcément, c'est très difficile de concevoir une société différente. Concevoir un territoire de droit privé qui serait sous gouvernance privée.
Parce que pareil, ne surtout pas penser que les libertariens seraient pour l'anomie, le chaos, au sens il n'y a pas de gouvernance, il n'y a aucune gestion. C'est faux, c'est faux. Gouvernance de droit privé. Ce sont les entreprises qui gèrent les territoires. Pourquoi ? Parce qu'elles ont tout intérêt à prospérer. Quand votre activité repose entièrement sur le fait d'attirer du capital, de protéger ceux qui composent votre territoire, de préserver votre réputation, mais vous croyez vraiment qu'une entreprise aurait intérêt à faire ce que font les États ? Vous croyez vraiment que la non-gestion du budget, enfin même l'absence totale de gestion des comptes, que l'immigration de masse, que l'insécurité, vous croyez vraiment que ce serait des conséquences du monde libre, alors même que chacun pourrait mettre la pression sociale, la pression économique, que chacun pourrait être beaucoup plus mobile aussi pour se déplacer ? Vraiment, il y a tellement de choses à dire, mais bon, je vais passer à la suite, mais c'est juste pour vous signifier que tout ce qui se passe actuellement, ce sont des symptômes étatiques, parce que l'État n'a aucune incitation. L'État n'a aucune incitation, c'est ça qui, enfin je veux dire positive, pour le long terme, pour la prospérité, pour le capital, pour tout simplement la paix sociale. Il n'a pas d'incitation. La guerre, c'est la santé de l'État, bien sûr. Et oui, il entretient les conflits volontairement pour se rendre ensuite indispensable. N'oubliez jamais ça. Ce sont des criminels qui ont intérêt à rester en place. Les seuls qui ont intérêt à vous servir sont les entreprises. Il faut donc, même sur un plan territorial et juridique, penser par l'entreprise et par la gouvernance de droit privé. Ok, j'en termine sur ça et on passe directement à la deuxième erreur. Cette deuxième erreur, c'est le fait que les libertariens détruiraient les services publics et rendraient la vie encore plus dure pour les individus précaires. Alors, ce qui est amusant, c'est que c'est en partie vrai. En société libre, il n'y aurait en effet aucun service public, car la propriété serait strictement privée. Pourtant, cela ne rime pas un instant avec pénurie de biens, services pour qui que ce soit. Commençons par rappeler que sans fiscalité ni réglementation, le pouvoir d'achat augmenterait naturellement pour tous. Par ailleurs, l'absence de services publics, d'imposition publique, n'annulerait pas le principe de l'offre et de la demande. Il existe indépendamment de l'État et oriente constamment les prix sur le marché. Ainsi, les entrepreneurs répondraient à tous les besoins exprimés pour réaliser des profits dans la santé, la sécurité, etc., etc. Les services autrefois publics deviendraient simplement privés en s'adaptant aux différents besoins et moyens du marché. Ce poncif présuppose d'entrée de jeu que le marché rend la vie chère et que seul l'État peut servir les moins fortunés. Rien n'est plus faux. C'est depuis toujours le marché qui sort les plus fragiles de leurs conditions de vie précaires. Alors ici, le premier élément, c'est vraiment d'imaginer que service public égale servir les plus précaires et que service privé et marché, truc de riche. Rien n'est plus faux. Vraiment, je l'ai marqué noir sur blanc, je le répète, c'est faux. C'est le marché qui, depuis toujours, a sorti l'humanité, globalement, de la misère. Et ça progresse encore. Malgré les États. Et oui. Et c'est d'autant plus vrai à partir du moment où on a eu la révolution industrielle. D'accord ? D'autant plus vrai. Avec un départ fulgurant en Angleterre, qui ensuite a suivi un peu partout en Europe, et voilà. Et puis après, encore plus loin, et partout sur le globe. Il faut vraiment se rappeler de ça. C'est le marché, les entreprises qui sont autorisées à échanger, d'accord, la fameuse propriété privée, l'échange de titres de propriété privée, monnaie contre biens et services, d'accord, c'est ça qui a permis de sortir l'humanité de la misère. Et bien sûr, je l'ai dit, mais la technique, les gains de productivité, l'efficience économique, bien sûr, évidemment. Mais tout ça est permis par le marché d'abord. Tout ça est permis parce qu'on laisse faire, parce qu'on laisse l'échange se faire, parce qu'on laisse le capital circuler, parce qu'on laisse le capital s'accumuler, parce qu'on permet aux gens de penser futur, de penser long terme. Ça n'est pas l'État qui sauve, c'est l'entreprise libre qui sauve. C'est l'entrepreneur, le seul bienfaiteur social. Ça, c'est une première chose. Parce que, évidemment, on se dit, mais mon Dieu, le marché, c'est un truc de riche, c'est trop cher. Seul l'État, qui sert le bien commun, peut comprimer les prix, les mettre plus bas et permettre à tous, en fait, si vous voulez, d'accéder à certains biens ou services, ou d'ailleurs tout simplement, en fait,
de faire, de mettre en place de la gratuité. Mais rien n'est plus faux, enfin. Rien n'est plus faux. Il n'y a aucune gratuité, tout vient de la fiscalité, et en fait, on gagnerait largement plus, enfin, on économiserait, je veux dire, hein, largement plus, avec le marché, évidemment, sans aucun doute possible. Sans vous parler en plus de la loi de Bitur-Camembert qui fait que, en fait, toute fiscalité et tout argent qui vous est confisqué va être brûlé plusieurs fois par le jeu de la bureaucratie, des dépenses, des gaspillages, la course au butin public de différents groupes de pression, des hommes de l'État et j'en passe et des meilleurs. Je vous passe un peu les détails, mais c'est qu'en fait, l'argent qu'on vous prélève est cramé plusieurs fois. On va recramer de l'argent par derrière pour aller chercher des mannes de poche publique, des mannes d'argent public. Et en fait, à la fin, l'utilisation de l'argent public est catastrophique aussi pour ça. Alors, il n'y a aucune utilisation légitime, attention, qu'on ne se trompe pas sur ça. Toute fiscalité est un vol et est inadmissible, mais c'est d'autant plus lunaire quand on comprend cette loi, on va dire, de destruction totale de votre monnaie. Bref, rien n'est gratuit, la fiscalité vous plombe littéralement, surtout en France, et c'est le marché qui s'adapte. Toujours, même pour les besoins les plus primaires, les plus basiques. Et évidemment, les fameux besoins de masse, qui sont fournis par les grandes entreprises, évidemment. Alors attention, après, faut être tout à fait juste et précis sur tout ça. Il y a aussi beaucoup de ces grandes entreprises qui sont en collusion avec l'État, qui touchent des subventions, qui ont des privilèges, et tout ça est à condamner, bien sûr. Mais ce qu'on condamne, nous, libertariens, c'est la présence étatique, pas la présence d'entreprises qui répondent à des besoins de masse. Attention de ne pas se tromper. Hein. Le problème, c'est la subvention. Le problème, c'est l'aide illégitime qui vient des moyens politiques. Le problème, c'est le privilège. Le problème, c'est la loi. Étatique, j'entends. D'accord ? C'est pas l'entreprise qui rend des services, on s'entend. Donc attention avec ça, il n'y a absolument aucune raison que sans service dit public, on puisse plus répondre à des besoins de masse, que la vie soit plus chère. C'est tout l'inverse. La vie serait de moins en moins chère, la monnaie de plus en plus forte. On pourrait épargner aussi avec une vraie monnaie d'ailleurs, même si c'est pas le sujet, mais il y a aussi le gros problème de la monnaie, les monnaies fiat, monnaies factices, qui ne permettent pas beaucoup d'accumulation, qui tendent à nous, à nous pousser au contraire à la consommation et au crédit facile et j'en passe et des meilleurs. Donc là, il y a une inversion de la réalité par la propagande étatique, par le mensonge keynésien, par le mensonge marxiste aussi dans une certaine mesure. Non, tout ça est faux, c'est le marché qui sauve. Si les entreprises ne répondent pas à vos besoins, elles meurent, elles crèvent littéralement. Arrêtez de voir de la prédation, le grand capital, je sais pas quoi. Non, tout ça, c'est encore une forme de marxisme, de logique binaire de entreprise versus peuple, ou patron versus prolétaire, ou capitaliste versus prolétariat. Non, il n'y a aucune prédation économique. Les entreprises doivent vous servir. Elles doivent vous servir. Et ceux qui travaillent en leur sein, les salariés et les travailleurs, ne sont pas des esclaves modernes ou je sais pas quoi. Non. Il y a des contrats, il y a du droit qui existe. Attention, maintenant, il faut évidemment critiquer ce qui se passe puisque l'État interfère sur le marché, évidemment, mais sur le principe du contrat, non, il n'y a aucune aliénation. Qu'on parle des travailleurs ou des consommateurs, vous êtes consentant pour acheter, pour travailler, chacun fait ses choix, chacun ses stratégies. Et voilà, le fait que vous ayez peut-être moins d'options que le voisin pour X raisons n'est pas une aliénation, n'est pas une prédation, non. La seule prédation est la prédation objective, celle de l'État contre l'individu, celle de celui qui détient les moyens politiques contre celui qui en reste moyen économique. C'est la seule prédation, la fameuse lutte des classes libérales, telle que déjà théorisée, on va dire, mise sur papier par les vieux libéraux, comme Charles Dunoyer ou Charles Comte, dès le début du 19e siècle. D'accord ? C'est pas Marx à la base, c'est nous libéraux. C'est nous libéraux, qui avons vu depuis très longtemps que le tissu industriel est dévoré et capturé par les hommes de l'État, par la bureaucratie, par les moyens politiques. Ok ? Donc on s'arrête là pour ce second poncif. Je l'ai dit aussi rapidement au début, je le redis, voilà, comme ça bouclera et c'est aussi très important. N'oubliez pas un truc très simple, chers amis.
En toute liberté, nous serions de facto plus riches. Pas de fiscalité, monnaie forte, capacité d'épargne. Et oui, n'oubliez jamais ça, on serait automatiquement plus riches. Et donc les plus précaires, qu'est-ce qui se passe pour eux aujourd'hui là? Ils sont aussi plus riches, hein. Ils suivent le mouvement tout simplement. Nous serions tous plus riches, les plus précaires d'ailleurs, au passage, hein, seraient les plus heureux d'être plus riches car ils pourraient enfin se libérer un peu de marge de manœuvre financière et ainsi commencer à avoir pour demain. Le troisième poncif, c'est que les libertariens seraient des utopistes parce que leur société n'a jamais existé et n'existe toujours pas. Répondons en 2 points, d'abord via les principes, puis sur l'histoire. Juger le libertarianisme par l'histoire est une erreur classique. Une théorie sociale se construit par des principes qu'on découvre par la raison, non par un prisme empiriste. L'abolition de l'esclavage paraissait être une utopie tant qu'elle ne fut pas réalisée, non ? Je rappelle par ailleurs que nous vivons déjà comme si nous étions libres. Les échanges humains civilisés n'ont rien d'utopique, ils sont partout dans nos vies. Deuxièmement, même sur le plan historique, nos contradicteurs sont bien peu renseignés. Intéressez-vous à l'Islande médiévale, à l'Irlande celtique, à certaines régions de l'Ouest américain, à la République de Cospaya ou à l'Acadie en Nouvelle-Écosse. Ces quelques exemples illustrent les principes qui sont les nôtres. C'est toujours dans ce sens. Principe, illustration. Pas l'inverse, messieurs les empiristes, à moins que vous ne souhaitiez jamais faire progresser l'humanité par la raison. Ici, on a un poncif aussi extrêmement courant, c'est normal, parce que c'est celui de l'exemple. Ah mais non, vous avez tort, vous êtes fou, utopiste ou rêveur, idéaliste, que sais-je, parce que c'est une impossibilité anthropologique, parce que biologiquement, parce que historiquement ceci, cela, parce que pas d'exemple. Alors déjà c'est faux, on va en reparler, mais surtout, quelle mauvaise démarche! Ça c'est un problème épistémologique pur. Pur. On ne fonde pas de théorie sociale correcte, fondée sur l'individu, par de l'empirisme. Jamais. Si vous en restez à l'histoire, à l'exemple, à ce qui a déjà existé, mais vous condamnez alors toute pensée, toute progression. Et j'ai pris l'exemple de l'esclavage. Mais pour abolir l'esclavage, messieurs, dames, il a fallu y penser, il a fallu raisonner, il a fallu faire émerger certains principes. Et ensuite les mettre en application. C'est dans ce sens-là, chers amis, pas dans l'autre sens. Ça commence par les idées, ça commence par la cohérence du propos. Ça commence par là. Par une théorie sociale correcte, qui a ensuite peut être mise en application puisqu'elle est correcte. Puisqu'elle est correcte, ça fonctionne. Il n'y a aucune antinomie, aucune dissociation. Théorie-réalité, ça n'existe pas. On fait partir sa théorie de la réalité, on fait des déductions, on fait ressortir des axiomes, on découvre des axiomes par la raison et on en déduit des lois certaines, des énoncés certains, qu'on dit aussi apodictiques, c'est pareil. C'est dans ce sens-là. Ça, je sais que même à l'écoute, certains ne comprendront pas forcément, c'est pas grave, c'est un point épistémologique qui est pas forcément si simple que ça à mon avis. En fait, c'est une démarche qu'on appelle a prioriste. A priori, ça veut dire certain avant expérience. Donc littéralement, on n'a pas besoin de faire de l'essai-erreur comme en sciences naturelles, comme en physique-chimie par exemple, pour être certain des énoncés qu'on prononce. Tout comme le théorème de Pythagore est certain, pas la peine d'en faire l'expérience 1 million de fois. Non, il est certain, on l'a découvert une fois, merci monsieur Pythagore, il est certain et pour toujours. C'est un théorème. Eh bien, sachez que l'ensemble des lois praxéologiques, par exemple en économie, ou des déductions qu'on va tirer sur le plan du droit à la suite de l'axiome de l'argumentation, sont certains. Ils ont valeur de théorème. D'ailleurs, je rappelle, puisque c'est l'occasion, que nous faisons, nous, libertariens, ressortir 2 axiomes de la théorie sociale libérale radicale, donc libertarienne, l'axiome de l'argumentation, l'axiome de l'action, droit et économie, on y revient toujours. L'argumentation se manifeste, on le découvre lors de l'échange, de la coopération, on se rend compte que chacun préfère argumenter, d'où le nom, lorsqu'il se prête à l'échange,
Et on se rend compte de l'axiome de l'action, on le découvre par la raison également, quand on se rend compte que chacun agit pour atteindre des fins subjectives tout en utilisant des moyens ou des ressources, ça va être pareil ici, qui sont sous son contrôle légitime, c'est-à-dire obtenus par la primo-acquisition ou par l'échange volontaire. Je passe sur les détails, chers amis, c'est pas le sujet ici, mais c'est pour vous faire comprendre ces deux axiomes. Axiome de l'argumentation, axiome de l'action, droit, donc naturel bien sûr, et économie. Et de là, on peut dériver des déductions. C'est pour ça qu'on dit de la pensée libertarienne qu'elle se fonde sur une approche a priori qui est axiomatique et déductive. C'est extrêmement important. Si vous n'avez pas cette démarche, et devinez quoi, l'ensemble des théoriciens du champ social, tout le monde, sauf nous, tout le monde passe par un prisme historico-empiriste à un endroit, forcément. Nous sommes les seuls à faire ressortir deux axiomes et à émettre des déductions. Nous sommes les seuls. Donc ne cherchez pas pourquoi est-ce que tout le monde vous dit mais non, c'est impossible, l'histoire démontre. Non, l'histoire ne démontre rien. Rien du tout. L'histoire n'est pas un axiome, l'histoire n'est pas une déduction logique. Non, l'histoire est une accumulation d'actions humaines qui ont eu cours dans des contextes, à une certaine époque, très bien. Donc on peut étudier l'histoire à l'aune de la praxéologie, par exemple, relire Théorie et Histoire de Ludwig von Mises, bien sûr, mais pareil, c'est une question d'approche par rapport à l'histoire, c'est une question d'approche, et on commence par l'apriorisme, on commence par l'axiome de l'action, on commence par cette démarche de la raison, cette rationalité libertarienne. On commence par là. On commence pas par des faits qu'on accumule, qu'on fait se croiser, pour mettre ensuite en place des graphiques ou des modèles, je sais pas quoi. Si vous faites ça, vous ne pourrez jamais fonder de théories certaines, parce que vous ne partirez jamais de l'action de l'individu et de l'échange. Vous ne partirez jamais de là. Vous partirez juste de faits. Il y a toujours un problème de cadre épistémologique et par extension de méthode chez nos contradicteurs. J'aurai l'occasion de revenir, je pense, en détail sur l'épistémologie, sur l'approche a priori. Qu'importe qu'on fasse du droit naturel ou de l'économie, donc sous l'angle autrichien, avec Mises notamment, et ses successeurs naturels, bien sûr, qui sont encore là aujourd'hui pour nous transmettre les principes de l'école autrichienne. Voilà, je vous reparlerai de tout ça parce que c'est extrêmement important. Si on n'a pas la bonne approche, pas la bonne démarche, on ne comprend jamais rien au libertarianisme, malheureusement. La deuxième chose, c'est qu'en plus, factuellement, nos contradicteurs ne sont pas très bien renseignés sur l'histoire. Parce que c'est pas vrai, ça. Il y a eu des sociétés qui se sont au moins approchées de ce qu'on dit. Et encore, c'est d'autant plus remarquable et intéressant que les gens de l'époque n'avaient pas encore tout à fait conscientisé une théorie sociale correcte. Parce que forcément, une théorie se déduit de la réalité, il n'y a aucune, je le rappelle, il n'y a aucune dichotomie, dissociation, théorie-réalité, ça n'a aucun sens. On pense à partir d'une réalité qu'on vit et on déduit de là des principes certains, mais voilà, c'est quand même remarquable d'avoir constaté des sociétés proto-libertariennes avant l'ère de Rothbard, pour être très clair, avant la conceptualisation formelle d'une théorie correcte libertarienne. C'est assez remarquable. Et donc, voilà, on peut parler de l'Islande à une certaine époque, de l'Irlande à une certaine époque, l'Ouest américain dans une certaine mesure, Cospaia, l'Acadie en Nouvelle-Écosse, d'ailleurs qui est un très bon exemple, l'Acadie. Je vous invite par exemple à lire l'article produit sur Repossession, sur l'Acadie en Nouvelle-Écosse, qui est intéressant sur le sujet. Il y a des exemples, donc là pareil, on peut pas y passer 50 ans sur tout ça, parce que j'ai encore 4 poncifs à vous énumérer, chers amis. Mais voilà, il y a beaucoup d'exemples quand même, et puis sans parler des phénomènes de sécession. Il y a eu des dizaines de sécessions dans l'histoire, même peut-être beaucoup plus en fait, si on remonte à des époques assez lointaines. Bref, la liberté s'est toujours manifestée, même bien avant sa conceptualisation formelle, puisqu'elle est un mode par défaut, puisqu'elle est une pulsion de vie, bien sûr, mais nous balancer comme ça que ce qu'on dit n'a aucune teneur sociale, aucune réalité, c'est lunaire, c'est fou, c'est absolument fou. Et pareil, je pense que ça vaudrait le coup de faire quelques cas pratiques avancés, par exemple sur l'Acadie, c'est un bon exemple, ou
ou même sur la gouvernance du Liechtenstein, qui est un tout petit pays actuel, au cœur de l'Europe. C'est assez intéressant de l'étudier, avec un droit de sécession notamment qui est communal, ce qui est déjà assez intéressant en réalité. Voilà, il y a des exemples, il y a des proto-libérali quelque part, d'accord, qu'on peut étudier, qu'on peut gratter, qui sont pas parfaites, évidemment, mais ça reste intéressant à étudier et ça va dans le bon sens. Donc on arrête, s'il vous plaît, de dire des choses fausses, des poncifs, c'est faux, c'est absolument faux. La liberté se manifeste et elle se manifestera toujours. Et voilà, des modèles de plus en plus robustes verront le jour au fur et à mesure que l'humanité prendra conscience du fait que la liberté est légitime et fonctionnelle. Le quatrième poncif, c'est que les libertariens rejetteraient la dimension morale de la vie et se limiteraient à une analyse purement économique. Le libertarianisme s'appuie sur la souveraineté individuelle, le principe de non-agression, et en ce sens, il constitue en lui-même une éthique minimale. Alors certes, le libertarianisme ne s'embarque pas dans des considérations morales ou religieuses. Ça n'est simplement pas son objet. Nous perdre dans des prescriptions morales, ce que tu dois faire, serait en réalité une grave faute sur le plan épistémologique, ce sur quoi nous basons notre connaissance de la liberté. Il n'est donc pas question de vous dire comment vivre, mais simplement de vous révéler par la raison ce que l'on ne peut pas faire en société, initier la violence contre autrui. Enfin, le libertarianisme n'est pas limité à l'analyse économique puisqu'il se fonde sur la souveraineté de l'individu. Il est d'abord une philosophie du droit naturel, de laquelle nous déduisons une éthique puis une vision économique. En l'occurrence, c'est l'école autrichienne qui est le plus en phase avec la propriété privée. Ici, pour compléter un peu ma lecture, je dirais qu'il y a au moins 2 choses, sûrement plus, mais je vais aller un peu vite quand même pour pas vous perdre sur ça. La première chose, c'est que le libertarianisme fait déjà ressortir une norme sociale, le fait de ne pas s'agresser, de ne pas entrer en prédation, non-agression, d'accord, NAP, Non-Aggression Principle, en langue anglaise tout simplement. Et donc déjà, en ce sens-là, c'est une éthique minimale, qui se déduit de l'individu et de sa propriété privée. Donc nous embarquons dans la doctrine déjà une éthique minimale. Rothbard n'a pas appelé son ouvrage majeur l'éthique de la liberté pour rien. La liberté embarque avec elle conceptuellement une éthique, ne pas s'agresser. C'est la morale minimum quelque part, le terme éthique est meilleur. Ensuite pour la morale, attention, parce que là c'est la deuxième chose, au-delà de l'éthique minimale, c'est que attention avec la confusion droit-moral. On n'est pas dans la prescription, c'est vrai, mais c'est fait exprès, chers amis, c'est fait exprès. Si nous commençons à vous fournir des prescriptions morales ou religieuses ou de comportement ou que sais-je, mais on n'est plus dans le droit. On sort de notre cadre épistémologique du droit, ou même praxéologique d'ailleurs. C'est pareil pour la praxéologie, pour l'action humaine, pour l'économie si vous préférez. C'est pareil. Si on sort de ces conceptions en droit en économie, a priori, de nos axiomes, et de l'observation stricto sensu des phénomènes sociaux, mais on rentre dans une philosophie morale, tout simplement, une philosophie du comportement, dans de la prescription, c'est pas du tout l'objet. Nous pensons la liberté pour vivre ensemble, pour faire émerger des principes certains, une norme sociale, qui est aussi une convention. Forcément, le droit s'accorde entre les hommes, donc il est forcément aussi une convention, mais je vais vous dire que, en fait, au-delà de ça, on irait beaucoup trop loin. Il faut rester rigoureux. Là, c'est vraiment, encore une fois, de l'hygiène philosophique, même épistémologique. On est vraiment dans le cadre. Ce sur quoi nous fondons, nous découvrons les principes, la connaissance anarchape, libertarienne. Voilà, attention de ne pas utiliser des outils ou d'avoir des démarches ou des considérations qui sortiraient du cadre. Ça serait absolument fautif. On sortirait du droit et de l'économie, tout simplement. Et ce n'est pas notre sujet. Ça n'est pas un instant notre sujet. Dès lors que notre théorie sociale commence à embarquer avec elle de la prescription, tu dois faire ceci, tu dois faire cela,
mais on sort complètement du vivre ensemble, du droit, de la praxéologie, et on entre véritablement dans de la bonne conduite. Et là, c'est plus du tout notre cadre. Si ces sujets vous intéressent, mais allez directement vers une doctrine religieuse, vers une philosophie morale, d'accord? N'allez pas voir les libertariens pour ça. On est juste là pour faire ressortir des principes certains, pour trouver une norme sociale, pour rendre la justice. Tout le reste serait totalement superflu et même fautif. Et attention, ça ne veut pas dire qu'on nie la morale, votre morale particulière. On peut être libertarien et catholique. Où serait le problème? Où serait le problème? Il n'y a donc aucun déni de la morale, de vos principes, de votre attitude, de ce que vous êtes en général. Il n'y a aucun déni. Simplement, ce n'est pas notre sujet. Donc attention aussi à ça, de ne pas confondre le droit et la morale, ou l'économie et l'observation même de l'action humaine, la praxéologie et la morale. Attention à ça. Faites absolument ce que vous voulez, comportez-vous de la manière que vous voulez, adoptez les valeurs morales que vous voulez, tant que vous respectez le principe de non-agression, la seule norme sociale certaine qu'on fait ressortir de l'observation de nos échanges. Puisque je vous rappelle que les individus cherchent à éviter les conflits, que cela se manifeste par la coopération sociale, par l'échange, qu'ils adoptent naturellement, inconsciemment, la non-agression comme base d'une interaction pacifique, civilisée, bénéfique, et que ce respect de la propriété privée de chacun et cette capacité à entrer en interaction de façon civilisée est la base de toute société qui veut durer, tout simplement. J'en finis donc ici pour ce 4e poncif de la morale. Nous ne rejetons pas la morale, nous n'en faisons simplement pas le cœur de la doctrine libertarienne. C'est à dessein, c'est fait exprès. Nous avons besoin du droit naturel en premier lieu. C'est une philosophie du droit naturel. Par extension, cela embarque dans la doctrine une éthique minimale, et aussi une vision économique, et je l'ai dit, c'est l'école autrichienne qui est le plus en phase avec la propriété privée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en réalité, on parle souvent de libertarianisme, parfois d'anarcho-capitalisme, terme que personnellement je préfère encore, qui est extrêmement précis, anarchie, droit naturel, capitalisme, donc propriété des moyens de production et échange libre, sans interférence, et on peut aussi dire parfois austro-libertarianisme pour ajouter une petite dimension autrichienne. Bon voilà, dans ma bouche tout ça sera assez similaire à chaque fois. Je dirais que tant que j'ai mes 2 axiomes, argumentation plus action, je suis content et je sais que j'aurai affaire à quelqu'un de carré. 5e poncif, les libertariens croient que les gens sont bons par nature. Le libertarianisme ne débat pas de la nature humaine. Il n'en dit même rien du tout. Nous observons la réalité et en tirons des principes. Ainsi, nous admettons bien que la violence existe, qu'elle soit privée ou étatique. Le libertarianisme ne suppose pas que tout le monde serait bienveillant en toute liberté. Il propose simplement un cadre normatif basé sur le droit naturel. Je pense que ce poncif naît aussi d'une peur du chaos, comme si l'État pouvait contenir une mauvaise nature de l'homme. Bien pratique pour légitimer l'État, forcément. Alors là, ça va être un peu plus rapide, la nature humaine, même si c'est aussi très courant et qu'il faut en parler, mais c'est vraiment très simple. Encore plus que la morale, je dirais. Il n'y a aucune conclusion qui est tirée sur la nature de l'homme. Je n'utilise jamais le terme de nature humaine, et ce n'est pas pour rien. Je trouve qu'il ajoute de la confusion, et que je pense, le philosophe devrait éviter la confusion évidemment à chaque fois, pour au contraire lui préférer la clarté, la cohérence des principes et des propos tenus. Je ne parle jamais de nature humaine. Je ne suis qu'un observateur social, un observateur des phénomènes sociaux, c'est pareil. Je ne fais que tirer des principes de la réalité. C'est tout. À ce titre, j'admets évidemment que la violence existe, qu'elle est initiée, parfois par des individus ou un groupe d'individus contre un autre ou contre plusieurs autres, parfois à échelle globale par un groupe d'hommes sur une large population,
Et là, c'est une violence qu'on nomme institutionnelle, une violence d'État. Violence privée, violence d'institution, qu'importe, je l'admets, ça existe. Ça n'est pas une question de nature humaine, c'est une question d'observation sociale. Parler de nature bonne ou mauvaise, c'est vraiment faire le lit, faire le jeu plus tard de l'intervention, de la coercition. Tous les étatistes nous diront donc à ce titre que la nature de l'homme étant ce qu'elle est, c'est-à-dire souvent pas terrible, l'homme est un loup pour l'homme, nous disait Hobbes, il faut un groupe d'hommes pour la contenir. Tiens, un groupe d'hommes, mais alors, des hommes qui eux-mêmes sont mauvais, non ? Ça c'est amusant aussi de le constater. Le problème de la récursivité épistémologique. Il faut un gardien pour protéger les hommes qui sont mauvais. Ok, mais qui nous protège du gardien ? Et qui nous protège de lui ? Et qui nous protège de lui ? Et ainsi de suite. Gardien, de gardien, de gardien, de gardien. Ben oui, si les groupes d'hommes, à chaque fois successifs, sont mauvais, puisque je vous le rappelle, la nature de l'homme serait mauvaise, il faut bien des gens en plus pour nous en protéger. Enfin, vous voyez un petit peu le truc, ça n'a aucun sens. Ça ne peut faire que le lit de l'interventionnisme, et de toute façon, Hobbes au moins était clair, il défendait l'absolutisme royal, comme ça c'est réglé. Je rappelle que chez Hobbes, donc qui appartient à ce qu'on appelle parfois les contractualistes, comme un Rousseau, même si ça va être très différent, mais bon, passons ici. Donc chez Hobbes, par exemple, qui nous est souvent ressorti pour justifier l'État, le fameux contrat social entre les individus et l'État. Chez lui, donc dans son Léviathan, sorti en plein milieu du XVIIe siècle, il est question d'un état de nature où les individus, en l'absence de loi et d'un gouvernement centralisé, seraient, soumis à une guerre constante des uns envers les autres, une prédation généralisée, qui viendrait plus tard légitimer un contrat social et donc une cession des droits naturels des individus à un souverain absolu, le fameux Léviathan, en échange de protection, en échange d'ordre, en échange de sécurité, voilà. Ok ? Et ce souverain aurait donc des pouvoirs étendus pour imposer donc ses lois, maintenir la paix, voilà. Ça, c'est l'idée hobbésienne, de base. D'ailleurs, qu'on parle d'une monarchie qui soit héréditaire ou non, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui importe pour Hobbes d'abord, c'est cette concentration du pouvoir pour assurer une sécurité dans le corps social. D'accord ? Donc ça, voilà, c'est Hobbes, j'étais très vite. Évidemment, pour nous libertariens, c'est ignominieux, c'est l'horreur, évidemment. C'est un déni absolu de l'individu, puisqu'il n'y a aucun contrat social. Non, c'est faux. C'est une invention de Hobbes et de Rousseau aussi, dans une certaine mesure, qui a pondu une théorie différente, mais qu'importe. Non, il n'y a pas de contrat social. Il n'y a qu'un déni de la souveraineté individuelle. Preuve en est, si nous voulons sortir d'un contrat, ok, c'est bien un contrat, donc il y a bien une clause de sortie a priori, sauf que non, si on veut en sortir, ça va être très très compliqué. Encore une fois, on viendra toquer à votre porte, on viendra vous dire, monsieur, madame, attention, vous nous devez l'impôt, et nous avons la force, pour nous avons la violence, pour nous. Bon, ils le diront pas comme ça, évidemment, on s'entend. Mais c'est pourtant bien ce qui se passe. Si vous résistez au Léviathan, il se retournera impitoyablement contre vous. C'est la seule réalité. Où est le contrat là-dedans ? Je ne peux pas sortir. Ce n'est pas un contrat, c'est une prison. Donc voyez où mène cette histoire de nature de l'homme, pour y revenir là. Ça mène à de la légitimation d'un pouvoir, plus ou moins fort. Certains seront beaucoup plus timorés, des sociodémocrates beaucoup plus classiques et pas des absolutistes, j'entends bien, mais qu'importe, après c'est une question de degré. Qu'on soit relativement libéral, libéral classique, en passant par de la social-démocratie comme on a aujourd'hui, jusqu'à carrément du fascisme, ou voilà, qu'importe. Nous avons bien un groupe d'hommes, parfois un seul homme, pour ceux qui veulent vraiment un souverain absolu, bon, pourquoi pas, mais nous avons bien un homme ou plusieurs qui vont détenir les moyens politiques, soi-disant assurer l'ordre social, la sécurité, et voilà, qui vont s'emparer du territoire, lever l'impôt, détenir la police, faire la loi.
Cela n'est pas acceptable, cela est un déni de l'individu. Il ne sera donc jamais question de nature de l'homme chez nous, nous nous contentons de faire ressortir une norme sociale, une éthique minimale, j'y reviens, la nature humaine n'a rien à faire dans notre doctrine. Le sixième pensif est le suivant. Les libertariens croient que chaque personne agit toujours de façon rationnelle. Le libertarianisme n'affirme pas que nous agissons rationnellement, mais simplement que chacun utilise ses ressources pour atteindre des fins subjectives. Praxéologie. L'homo economicus a été dépassé depuis longtemps par les économistes autrichiens. L'important est de reconnaître que chacun agit selon sa propre échelle de valeur. Enfin, rappelons que le marché permet à chacun d'apprendre de ses erreurs subjectivement constatées après action, ce qui nous encourage à les modifier pour mieux faire, et sans dépendre du capital des autres. Ici, on est face vraiment au poncif de l'homo economicus. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore vu ou compris ou admis, que sais-je, que les Autrichiens, puisque nous sommes Autrichiens, nous libertariens, en tout cas c'est la position la plus cohérente, la plus solide sur un plan épistémologique, ils n'ont pas vu qu'on a dépassé l'homo economicus depuis très longtemps. Depuis très longtemps, on ne parle jamais de rationalité au sens objectif. Jamais. On parle de rationalité au mieux, au sens subjectif. Chacun a des fins, des objectifs, des ambitions, des projets qu'il souhaite mener à bien en utilisant un certain nombre de ressources sous son contrôle. On ne dit rien d'autre. Rien d'autre. Donc il n'y a pas d'histoire de l'athée rationnel, l'athée irrationnel. Je n'en sais rien. Ça n'est pas mon sujet. Ce qui vous semblera rationnel me semblera irrationnel. Il y a des actions que vous menez qui, pour moi, dans mon champ d'action, dans mon champ d'ambition, de projet, de volonté, seront totalement irrationnelles. Totalement. Si demain, je me lève, que je prends l'avion pour partir au bout du monde et mener l'aventure, partir à l'aventure, peut-être que pour vous, ça vous semblera fou, quoi. Complètement irrationnel, je sais pas, pour vous ça sera totalement lunaire. Pour moi non, pas du tout. Complètement rationnel pour moi. Dans mon échelle de valeur, dans mon contexte personnel, selon mes envies, mes affects à un instant T. D'accord ? Donc il y a au mieux des échelles, des échelons, pareil, de rationalité. Ça nous concerne, chacun de nous. Voilà. On s'arrête là, nous ne sommes que des observateurs sociaux et il n'y a pas d'histoire d'homo economicus, de rationalité, de bonne utilisation au sens objectif des ressources. Non, chacun ses fins, chacun ses moyens, ça s'arrête là. Et j'en ai profité pour le dire aussi, mais c'est le marché qui permet à chacun par l'action sans interférence, par le droit de faire, le droit d'échanger, le droit d'agir. C'est le marché qui permet à chacun de s'ajuster en continu. Le marché est un moteur d'apprentissage par l'action. J'agis avec des ressources, j'observe les résultats, je compare aux fins attendues, aux résultats escomptés, je me réajuste. Processus entrepreneurial, essai-erreur. Et là, on y est évidemment dans l'essai-erreur. Là, on est dans le réajustement. Oui, bien sûr, mais réajustement permis d'abord par l'action. Action qu'on découvre d'abord comme axiome. Et vous voyez qu'on revient à notre axiome de l'action humaine. Tout est lié de A jusqu'à Z, évidemment. Il n'y a aucune dichotomie, encore une fois, je le répète, entre la théorie et la réalité empirique que nous vivons à tout instant. À l'inverse, l'État vous empêche de vous réajuster. L'État vous désincite à l'échange. L'État vous désincite à l'accumulation du capital. L'État vous freine, l'État vous bloque, l'État vous fait perdre du temps dans la réalisation de vos projets. Et l'État, je vous rappelle, en capturant une partie de vos ressources et de votre capital légitimement sous votre contrôle et accumulé, l'État vous fait perdre du temps de vie. Bah oui, parce qu'à la fin, moins de capital, ça veut dire qu'on va atteindre moins vite ses objectifs. On accomplit moins de choses à cause de l'État et cela est absolument ignominieux, inadmissible et ça doit être dénoncé par vos soins comme je le fais aussi aujourd'hui en votre présence. Nous ne pouvons plus perdre de temps à cause de l'État.
Où en serions-nous sans lui? Il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas. Imaginez ce que l'humanité aurait produite, le capital accumulé, le niveau de technologie atteint, les ambitions qui seraient aujourd'hui les nôtres sans État. Nous perdons un temps considérable. La dernière erreur, le dernier poncif du jour, la société libre est un néo-féodalisme qui viendrait exacerber une guerre des riches contre les pauvres. Je prendrai ce poncif en 2 points. 1. Les entreprises n'ont pas de pouvoir politique, elles ne lèvent pas d'impôts, elles ne font pas les lois et elles ne détiennent pas de force monopolistique. Leur seul pouvoir, entre guillemets, repose sur leur propre capacité à satisfaire les besoins des individus. L'entreprise prospère par le service, non par la contrainte. Oubliez donc votre néo-féodalisme de type coercitif. Tout pouvoir est signe d'État et les entreprises n'en ont aucun. La société libre se baserait nécessairement sur le droit privé, c'est-à-dire le droit négocié. 2. Il n'y a pas de lutte des classes au sens marxiste. L'affrontement est absent du commerce. Le marché est au contraire un espace de coopération où les monopoles s'effacent au profit de la pleine concurrence. D'ailleurs, la justice est réclamée pour réparer des faits objectifs d'agression, non pour réparer des échanges volontaires. Quel arbitre pourrait bien vous servir sous prétexte que vous avez procédé à un échange ? Nos contradicteurs pensent en marxistes et perçoivent de la violence là où il n'y en a pas. Tant que vous voyez le marché, à tort, comme un espace de prédation, vous continuerez d'empiler les poncifs à son égard. 7e donc et dernier poncif, le néo-féodalisme, la coercition par l'entreprise, voilà, le monde des grandes industries qui viendraient nous dominer et l'exacerbation de la guerre riche-pauvre. Je l'ai pris sous 2 angles, l'angle juridique et ensuite l'angle marxiste, et donc pour parler du commerce comme espace de coopération sociale. Bon, premièrement, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de contrainte au sein de l'entreprise, ça n'est pas un espace de coercition, c'est un espace de contrat, d'accord ? Je rappelle que sur le plan juridique, l'entreprise est un nœud de contrat, c'est un rassemblement d'individus avec des ambitions différentes. Il y a l'entrepreneur qui apporte du capital et qui mise long terme, qui mise pour avoir plus de gains plus tard. Et on a des gens qui vont entrer en contrat avec lui pour avoir un salaire à la fin du mois. D'accord ? C'est des stratégies différentes, des envies différentes, des compétences différentes. Très bien. Il n'y a pas de coercition au sein d'une entreprise. Un contrat n'est pas une coercition, objectivement parlant. Ensuite, qu'on ait des influences, qu'on soit poussé à faire ceci, à faire cela, qu'on ait un parcours de vie difficile, qu'on ait un environnement social, familial qui fait que, ok. J'entends tout à fait, tout ce champ psychologique, voire timologique, j'entends tout à fait, sauf que ça n'est pas une manifestation d'agression, ça n'est pas un fait objectif d'agression. Donc ça, c'était une première chose, il n'y a pas de violence au sein de l'entreprise. La seule violence est celle qui est institutionnalisée, c'est celle de l'État et de ses moyens politiques. Je rappelle, mais c'est important, force monopolistique, capacité à lever l'impôt forcément, quand on a une police c'est mieux, c'est pratique, et création du droit, qu'on appelle droit positif, droit posé par l'État arbitrairement, sans le consentement de chacun de nous. Au contraire, au sein de l'entreprise et de la gestion ou de la gouvernance même de droit privé, on est sur du droit qu'on appelle négocié, sur de la coopération, sur du consentement, du vrai consentement, pas du consentement à l'impôt ou du je sais pas quoi. Non, du vrai consentement, pour de vrai. Contractualisation absolument claire et nette et sans bavure, sans présence étatique, par conséquent, ça va de soi. Donc quand on parle de néo-féodalisme, et j'entends qu'on parle du terme, et ça peut être valide, il n'y a pas de sujet avec ça, moi ça peut m'aller comme terme, mais soyons précis, néo-féodalisme de droit privé, c'est extrêmement important de le préciser. Sur le sujet particulièrement, direction encore une fois repossession.net, et lisez par exemple les articles sur le roi entrepreneur.
En tout cas, toute conception néo-féodale au sens ancien, au sens, domination d'une partie sur une autre, non, elle n'est pas pensable. Le cadre libertarien est celui du droit naturel, de la non-agression, de la souveraineté, de l'individu, bien sûr. Ensuite, comment ne pas voir évidemment tout le côté marxiste, prédation des riches sur les pauvres, le côté guerre économique. Guerre économique. Alors forcément, c'est lié au premier point, puisque les entreprises n'ont pas de pouvoir, elles n'ont pas non plus de pouvoir de voler les pauvres ou de les empêcher de s'enrichir. Non, voilà, c'est uniquement l'État qui a ce pouvoir-là, par la fiscalité, par le prélèvement obligatoire, par les interférences au sein de l'économie, c'est pas les entreprises. Mais voilà, petit complément, on va dire, marxiste, il n'y a pas d'affrontement au sein du commerce. Le commerce, c'est un jeu à somme non nulle, nous échangeons, parce que chacun d'entre nous, chacun des parties prenantes valorise davantage ce qu'il échange par rapport à ce qu'il consent à donner à l'autre. Si j'échange mon euro contre une baguette de pain, c'est parce que je valorise davantage cette baguette de pain par rapport à l'euro que j'ai tendu à mon boulanger. C'est extrêmement important ça, évidemment. Jeu à somme non nulle, je gagne, tu gagnes. Et c'est précisément parce que tu gagnes et parce que je gagne, c'est précisément parce que chacun s'est enrichi que l'opération est gagnante pour tous, que le commerce est la voie naturelle vers laquelle s'est toujours dirigée l'humanité à différents degrés, à différentes échelles. On s'entend bien. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux commercer, échanger, s'enrichir les uns les autres que d'entrer en prédation. Là, le premier acte est un acte de paix, de coopération, d'enrichissement. Le deuxième acte est un acte de guerre qui détruit les hommes et leur capital. Sur tout ça, vraiment, je vous invite à revenir à l'objectivité des faits. Pour qu'il y ait agression pour de vrai, il faut une absence d'échange civilisé, donc une prédation, donc une agression manifeste, une agression physique sur un individu ou un vol de ses biens, une expropriation, donc la propriété érodée, volée par l'État ou par un individu. Ça peut être évidemment un crime d'ordre privé qui doit, si vous voulez, conduire à restauration en justice. D'accord ? Et l'arbitre, si vous voulez, sur le marché, ne fera pas de restauration, de réparation, sous prétexte que vous avez passé un échange, que vous avez commercé. Non, il prendra votre affaire au sérieux si vous êtes vraiment objectivement un agressé dans l'histoire, uniquement pour ça. Et c'est pas le commerce qui fait ressortir des agressés, c'est l'initiation de la violence, d'accord ? D'ordre privé, d'ordre institutionnel, qu'importe. C'est pour ça que je mettais dans mon texte que les marxistes, hélas, voient de la violence là où il n'y en a pas, au sein de l'économie, de l'échange. Et tant qu'on voit de la violence là où il n'y en a pas, on raisonnera hors des droits de propriété, hors du droit naturel, et on continuera d'empiler les poncifs à l'égard de la liberté. Voilà, en tout cas, si cette vidéo, ce podcast longue durée vous a plu, faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas aussi à poser vos questions, je serai là pour y répondre. Petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à percer dans les algorithmes. Et quant à moi, je n'ai plus qu'à vous remercier pour votre précieux temps et à vous dire à la prochaine. Ciao.